On a tous déjà essayé de retenir notre respiration le plus longtemps possible sous l'eau. C'est une pratique universelle qui existe depuis la nuit des temps. Et je pense que j'étais pas le seul à organiser ce genre de compétition avec des amis durant mon enfance et encore aujourd'hui d'ailleurs. Lors de ces mini-tournois improvisés, les moins expérimentés regagnaient la surface au bout d'une trentaine de secondes. Dans de plus rares cas, certains réussissaient à dépasser la minute, mais ça n'excédait jamais les 1 minute 30. Et ça, c'est totalement normal quand on sait qu'en moyenne, un être humain non entraîné peut retenir son souffle entre 30 et 90 secondes seulement. Ouais, j'insiste bien sur le terme non entraîné, car en réalité, dans le monde professionnel de l'apnée, 90 secondes, c'est ridiculement court. Il y a quelques années, j'ai voulu me renseigner sur cette discipline. J'ai donc cherché sur internet le record du monde détenu en apnée statique, et plus je me renseignais, plus je retombais sur cette personne, une certaine Natalia Molchanova. J'ai donc cliqué sur sa page Wikipédia, et j'ai très vite compris pourquoi son nom ressortait aussi souvent. 22 médailles d'or, plus de 41 records du monde, cette femme a régné sans partage pendant plus d'une décennie, écrasant toute forme de concurrence sur son passage. Capable de dépasser les 9 minutes en apnée statique et d'atteindre les 125 mètres de profondeur sans assistance respiratoire, son palmarès m'avait franchement marqué à l'époque. Mais parallèlement à ces nombreux records, j'ai découvert une histoire bien plus sombre quant à son sujet, l'histoire de sa disparition. Le 2 août 2015, au large de l'île de Formentera, dans l'archipel espagnol des Baléares, Natalia donnait comme à son habitude une leçon privée de plongée en apnée. Lors de ce cours, elle plongea à environ 40 mètres, une profondeur clairement anecdotique pour cette apnéiste, mais pourtant, elle ne remontera jamais à la surface et encore aujourd'hui, son corps reste introuvable. Quelles ont été les causes de cette disparition si soudaine? Tout au long de ce mini-documentaire, nous allons passer en revue ses exploits les plus fous, son ascension fulgurante dans le domaine de l'apnée, ainsi que les raisons de sa disparition si soudaine. Moi c'est Mugs et ici on parle de sport, alors ne perdons pas plus de temps, voici l'incroyable parcours et la mystérieuse disparition de Natalia Molchanova. C'est dans l'ouest de la Russie, dans la ville d'Oufa, que Natalia Molchanova voit le jour le 8 mai 1962. Il n'y a presque aucune information connue sur la vie de cette femme avant sa carrière d'apnéiste. Tout ce que l'on sait, c'est qu'au départ, elle avait entamé une petite carrière en natation, mais elle a fini par se retirer de la compétition après la naissance de ses 2 enfants, Alexei et Oksana. Notre histoire commence réellement en 2002, Natalia avait 40 ans, un âge où beaucoup de sportifs à haut niveau mettent un terme à leur carrière professionnelle. Pourtant, c'est bel et bien à la quarantaine qu'elle va commencer à s'intéresser au milieu professionnel de la plongée en apnée. Elle va se mettre à s'entraîner assez tardivement donc, mais elle va très vite développer un niveau remarquable dans ce domaine. Forcément, elle commence avec des scores pas dingues. 45 secondes, 1 minute, 1 minute 30, mais elle va très vite dépasser les 2 minutes, puis les 3 minutes, et ainsi de suite. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle va prendre cette activité particulièrement à cœur. Elle multiplie ses entraînements, elle se renseigne nuit et jour, ça va devenir une réelle obsession pour elle. Et elle va découvrir que la plongée en apnée, c'est un sport vraiment tentaculaire. Derrière le mot apnée se cache une multitude de disciplines, toutes aussi extrêmes les unes des autres. Et si vous n'êtes pas familier avec le milieu de l'apnée, laissez-moi vous présenter toutes les catégories les plus populaires que l'on peut retrouver au sein de ce sport extrême. Et croyez-moi, il y en a bien plus que vous ne le pensez. Je vous conseille vraiment d'écouter attentivement cette partie pour bien comprendre l'importance de son palmarès et les circonstances de sa disparition. Ces infos, croyez-moi, on en aura besoin. Bon, pour commencer, la catégorie que l'on connaît tous et qui nous vient directement en tête quand on pense à ce sport, c'est bien l'apnée statique, dite STA. Vous connaissez le principe, retenir sa respiration le plus longtemps possible en restant immobile à la surface de l'eau. C'est d'ailleurs souvent la seule discipline que l'on imagine quand on ne connaît pas vraiment le milieu de la plongée en apnée, et pourtant, des catégories, il y en a bien plus. Et certaines sont d'ailleurs beaucoup plus extrêmes. Car finalement, en apnée statique, tu restes à la surface de l'eau. Si tu sens que tu arrives à ta limite, tu peux simplement relever la tête et respirer à nouveau en une fraction de seconde. Ce qui n'est pas du tout le cas de certaines autres catégories que l'on découvrira un peu plus tard. Parlons maintenant des catégories DYN et DNF. 2 disciplines plutôt similaires entre elles, le but ici est de parcourir la plus grande distance possible en immersion dans une piscine. La principale différence est qu'en DYN, l'apnéiste se déplace en utilisant des palmes, et en DNF, les athlètes doivent se déplacer sans l'aide de palmes. Et mine de rien, ça change quand même pas mal de choses. Dans les 2 cas, cette discipline demande une grande maîtrise en natation, couplée à des capacités hors normes en termes d'apnée.
Ici, les records ne sont pas déterminés par le temps passé sous l'eau, mais par la distance parcourue. Déjà que retenir son souffle en restant statique, c'est pas évident, mais alors en enchaînant des longueurs, là ça devient une toute autre histoire. C'est un réel défi de gérer autant de paramètres, mais c'est aussi pour ça que ces disciplines sont autant appréciées. Les records de distance parcourue en DYN et en DNF sont d'ailleurs vraiment impressionnants. Vous inquiétez pas, on en parlera un peu plus tard. En attendant, on a parlé d'apnée statique, d'apnée dynamique. La suite logique serait de parler d'apnée en profondeur, dit poids constant. Et là encore, il y a du très lourd. Tout comme pour l'apnée dynamique, on y retrouve deux catégories principales. Une avec palme et une sans palme. Dans les deux cas, l'objectif est le même. Descendre le plus profondément possible sans assistance respiratoire. Les meilleurs plongeurs du monde dépassent pour certains les 100 mètres de profondeur, mais les risques ici sont d'autant plus importants. Une seule erreur technique et les conséquences pourraient être dramatiques, voire mortelles. Et des accidents terrifiants dans cette discipline, il y en a malheureusement chaque année. Un des cas les plus connus est celui du plongeur Guillaume Néry. En 2015, cet apnéiste de renom avait tenté de battre son précédent record de 125 mètres en tentant cette fois-ci d'atteindre les 129 mètres de profondeur. Guillaume était prêt à relever le défi, mais à aucun moment il ne s'attendait à l'angoissante expérience qu'il allait vivre. La descente commençait pourtant bien. Guillaume était en train de descendre, guidé par une corde lui indiquant sa profondeur. Cependant, une erreur que personne n'avait vu venir s'est produite. Un scotch qui servait de marque s'est détaché de la corde. Sur cette corde, un scotch symbolisait 10 mètres de profondeur. Mais avec une unité en moins, il est descendu 10 mètres trop bas, atteignant en réalité 139 mètres au lieu des 129 mètres prévus. Et croyez-moi, 10 mètres de trop, ça ne pardonne pas. Après avoir atteint quasiment 140 mètres de profondeur, il est temps de remonter, mais à ce moment-là, Guillaume se rend compte que quelque chose ne va pas. Sa remontée est anormalement plus longue que ce qu'il avait initialement prévu et il comprend vite qu'une erreur de distance a été commise. Malgré tous ses efforts pour atteindre la surface, il perd connaissance à quelques mètres seulement de l'arrivée. Heureusement, il a réussi à être secouru et Guillaume Néry s'en est sorti. Il a échappé au pire des scénarios. Ouais, je pense que vous compreniez mieux pourquoi je vous disais précédemment que cette discipline en particulier peut être extrêmement risquée. Imaginez manquer d'oxygène à quelques mètres de profondeur tout en réalisant que vous n'atteindrez pas la surface à temps. Ça doit franchement être cauchemardesque comme situation. Il est temps maintenant d'en finir avec cette partie plus technique en vous parlant brièvement des deux dernières catégories qui nous intéressent, à savoir tout d'abord le FIM ou Free Immersion, une discipline où le plongeur peut céder de la corde pour descendre et remonter. Et la dernière catégorie que j'ai à vous présenter, c'est le VWT, la plongée à poids variable. Ce qui change ici, c'est l'utilisation de poids lestés pour optimiser les descentes des plongeurs. Et je résume donc, on a 7 disciplines qui nous intéressent, chacune possède ses propres particularités et généralement un apnéiste professionnel se concentre rarement sur toutes les catégories à la fois. Je précise d'ailleurs qu'il existe encore d'autres styles de plongée en apnée, bien évidemment, mais pour synthétiser, je ne parle que de ces 7 disciplines en particulier. Pourquoi ça ? Parce qu'entre 2003 et 2013, Natalia Molchanova a exterminé tous les précédents records dans ces 7 catégories, sans exception. Et je pense que maintenant vous comprenez mieux son palmarès plus qu'impressionnant. Cette femme était invincible dans son domaine et chaque année elle enchaînait les prouesses dans chacune de ces 7 disciplines. Je pense qu'on se rend pas réellement compte du niveau que ça demande et quand on analyse sa carrière de plus près, on prend une réelle claque. En 2003, après à peine un an d'entraînement, Natalia bat son premier record du monde. Cette année-là, au championnat du monde d'apnée à Chypre, dans la catégorie apnée dynamique avec palme, elle réussit à parcourir 150 mètres. Un record vraiment remarquable, surtout pour une apnéiste qui est dans ce milieu depuis si peu de temps. C'est le début d'une grande success story pour Natalia, qui à la même époque va initier son fils Alexei à la plongée en apnée. Et sans surprise, son fils aussi va exploser des records de 2004 à 2018. Non mais au bout d'un moment, c'est dans les gènes quoi, c'est pas possible. Bref, un an plus tard en 2004, Natalia participa cette fois-ci au championnat russe à Moscou. Lors de cette compétition, toujours en apnée dynamique, elle rajoutera 5 mètres à son précédent record en parcourant 155 mètres, le tout en apnée. Et là, bon, forcément, elle commence un peu à s'ennuyer. Quand tu gagnes tout le temps, y a plus de challenge. Faut maintenant s'attaquer à une autre catégorie, sinon c'est pas drôle. Et ça, c'est ce qu'elle va faire en 2005. Je vous préviens, ça va prendre une toute autre ampleur. Championnat russe de 2005, bam, 2 nouveaux records du monde. Elle pulvérise de 17 mètres son record en apnée dynamique avec palme en parcourant 172 mètres et elle établit un nouveau record à 108 mètres en catégorie sans palme. Plus tard dans l'année, en Suisse, 3 nouveaux records du monde. Un nouveau titre en apnée dynamique avec palme et un sans palme et son premier record du monde en apnée statique avec un chrono à plus de 7 minutes 16.
Ça fait déjà 5 records en un an, mais l'année vient à peine de commencer. Un mois plus tard, en France, à Villefranche-sur-Mer, nouveau record du monde, cette fois-ci en poids constant avec palme, avec une descente à 86 mètres de profondeur. Mais non, c'est toujours pas fini. En novembre de la même année, 2 nouveaux records en plus. Et enfin, on clôture cette année 2005 avec un dernier record battu cette fois-ci à Tokyo au Japon, avec un score de 131 mètres parcourus en apnée dynamique sans palme. En une seule année, et ce 2 ans seulement après sa première compétition, Natalia a battu 9 records du monde dans 6 disciplines différentes. En 2 ans de compétition. Autant vous dire que tout le monde en avait pris pour son grade cette année-là. Natalia Molchanova était devenue en seulement 2 ans une véritable légende dans le milieu. Elle était connue à l'international et des milliers de personnes se sont mis à l'admirer et à prendre exemple sur elle. Elle avait provoqué un véritable séisme et ça n'était pas prêt de s'arrêter. En 2006, 3 records du monde. En 2007, 3 records du monde. En 2008, 5 records du monde. Chaque année, elle ne faisait que battre les records qu'elle avait elle-même précédemment établis. En 2010, elle décroche son premier record du monde en plongée en poids variable avec une profondeur de 125 mètres. Le tout en apnée, j'insiste bien, c'est dingue. Ses performances ne vont cesser d'impressionner le monde entier, et ce jusqu'en 2013. Natalia Molchanova, c'est en tout plus de 41 records du monde et plus d'une vingtaine de médailles d'or. Et avant de passer à la partie la plus sombre de cette vidéo, passons rapidement en revue ses plus gros records. Et pour être honnête avec vous, j'arrive vraiment pas à concevoir que ce genre de records sont physiquement atteignables. Ça me dépasse honnêtement. En apnée statique, on parle d'un record à plus de 9 minutes 2. Rappelez-vous quand je vous disais qu'un être humain lambda tenait grand max 1 minute 30, Natalia, elle fait 6 fois mieux que ça. En apnée dynamique, son record est de 234 mètres avec palme et 182 mètres sans palme, mais son record qui personnellement m'impressionne le plus, c'est celui en poids variable qu'elle a décroché en 2012 en Égypte. Elle avait atteint 127 mètres de profondeur en apnée. 127 mètres. Franchement, je sais même pas quoi dire. D'ailleurs, à chaque fois que je présente des chiffres délirants de la sorte dans mes mini-documentaires, je me retrouve toujours bloqué dans mon script pendant des dizaines de minutes, faute de trouver les mots justes pour expliquer ce que je ressens à la vue de telles statistiques. D'ailleurs, je profite de cette petite parenthèse pour vous remercier. En ce moment, la chaîne se développe de manière exponentielle, c'est exceptionnel, mais il y a quand même 90% d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc voilà, pensez à le faire si le cœur vous en dit. Bref, on vient de le voir avec ses nombreux records, Natalia Molchanova savait repousser ses capacités physiques. Et je pense que je suis pas le seul à me demander comment c'est possible. Comment, même avec de l'entraînement, on peut arriver à atteindre les 10 minutes sous l'eau en apnée? Comment ils font techniquement? Évidemment, ça passe par toute une batterie d'entraînement que je ne détaillerai pas ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un apnéiste retient sa respiration, il fait diminuer son rythme cardiaque, ce qui économise de l'oxygène. Et le reste de son corps sait réagir en ralentissant le métabolisme pour prolonger la durée de l'apnée. C'est le réflexe d'immersion des mammifères. En plus de ça, les apnéistes influencent la circulation sanguine vers les organes vitaux, préservant ainsi l'oxygène pour le cerveau et le cœur. Avant l'apnée, ils utilisent des techniques de respiration telles que l'hyperventilation pour éliminer le dioxyde de carbone et augmenter leur tolérance à l'hypoxie. On s'en rend pas compte, mais tout ça, ça demande une concentration plus que maximale, et ce genre de compétences s'acquiert au bout de milliers d'heures d'entraînement. Bon, jusqu'à présent, on a parlé de succès, de performances remarquables et de grandes distinctions, mais désolé de casser l'ambiance, on va finir cette vidéo sur un événement particulièrement troublant qui a bouleversé la communauté d'apnéistes à l'échelle mondiale. Vous me voyez venir, je parle bel et bien de la disparition de Natalia Molchanova. Après 12 ans d'une carrière remarquable, Natalia s'est mise à consacrer la plupart de son temps à l'organisation de cours d'initiation à la plongée en apnée. Elle organisait de nombreux cours et c'était pour elle le parfait moyen de continuer à pratiquer sa passion tout en la transmettant à la génération future d'apnéistes. Elle ne prenait jamais de grands risques lors de ses leçons. Bon, elle atteignait quand même les 40-50 mètres de profondeur en apnée, donc c'était pas non plus totalement safe, mais à la vue de son palmarès, c'était clairement des descentes de routine pour elle. Ce fameux cours du 2 août 2015 s'annonçait donc totalement banal pour Natalia. Ce jour-là, comme à son habitude, elle embarqua avec plusieurs élèves au large de l'île de Formentera, aux Baléares. Le cours commence et tout se passe pour le mieux. Pendant ses leçons, comme je vous le disais, elle ne prenait que très peu de risques. Elle était rattachée à sa corde tout le long de sa descente et elle n'atteignait pas de grande profondeur pour son niveau. Les chances qu'elle disparaisse subitement étaient donc très faibles dans de telles circonstances et effectivement, aucun accident ne sera à déplorer durant toute la durée de son cours. Mais je vous ai pas encore parlé de son activité préférée qu'elle pratiquait à chaque fois qu'elle terminait un de ses cours, le freediving en solo.
Et là on parle d'une pratique bien plus risquée que de simples cours pour débutants. Pour faire simple, après ces cours, Natalia avait pris l'habitude de plonger seule, sans assistance respiratoire bien entendu, mais surtout sans corde de descente. Et c'est là toute la dangerosité de cette discipline. Alors ouais, sur le papier et au vu de ces belles images, le freediving en solo ça a l'air franchement génial. Cette sensation de liberté, ce plaisir de profiter d'un vaste espace sous-marin seul coupé du monde extérieur, sans aucun bruit et parfois entouré de magnifiques décors, personnellement ça me donne trop envie de tester. Bon, en disant ça j'oublie que je tiens même pas une minute en apnée statique, mais passons. Bref, même si cette pratique est super intéressante, surtout pour les initiés en termes d'apnée, le freediving en solo c'est une des activités les plus risquées. Tu n'as pas de corde reliée au monde extérieur, tu es seul donc livré à toi-même, et sans personne pour superviser l'expédition, la séance peut vite devenir un réel cauchemar. Natalia vient de finir son cours, elle se lance dans une petite balade de routine en freediving solo, on estime qu'elle a atteint lors de cette expédition une profondeur maximale de 35 mètres, quelques secondes s'écoulent, puis les secondes deviennent des minutes, l'attente se fait de plus en plus longue pour les élèves encore présents à bord du bateau, et peu à peu, tout le monde comprend que quelque chose ne va pas. Natalia va être aperçue quelques minutes plus tard à la surface, mais à une distance d'environ 60 mètres du bateau. Ce sera la dernière fois qu'elle sera aperçue. L'alerte va vite se répandre auprès des gardes-côtes de l'île, et d'importants moyens vont être mobilisés en à peine quelques heures pour tenter de la retrouver le plus vite possible. Si Natalia est encore vivante, elle doit sûrement être en train de dériver vers le large à cause des forts courants fréquents dans cette zone, et avec de telles conditions, ses chances de survie sont très minces et s'affaiblissent à chaque minute. Il faut donc pas perdre de temps pour espérer la retrouver vivante. La mobilisation va peu à peu devenir générale. Dans un premier temps, des dizaines de plongeurs expérimentés et des bateaux de sauveteurs vont quadriller le secteur où sa disparition a été signalée. Mais malheureusement, les heures passent et aucune trace de Natalia n'est à signaler. La nuit commence à tomber, les recherches continuent, mais à ce moment-là, il est clair que l'idée de retrouver Natalia en vie, bon, vous m'avez compris quoi. Son fils, Alexei, présent sur les lieux et participant activement aux recherches, déclarera lui-même à contre-cœur ce soir-là qu'il n'y avait plus vraiment d'espoir de la retrouver. Le lendemain, les recherches vont s'intensifier. Des hélicoptères et des forces de la Guardia Civile vont prêter main forte pour la retrouver coûte que coûte, mais encore une fois, les enquêteurs et les sauveteurs n'ont aucune vraie piste. Ils sont contraints de chercher à l'instinct. Enfin, après plus de 72 heures d'efforts, l'amère décision de stopper les recherches va être prise. Toutes les chances de retrouver Natalia vivante étaient désormais réduites à néant. Personne ne pourrait survivre 3 jours dans ces conditions. Natalia laissa derrière elle ses 2 enfants et son mari, et à l'annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Tous les plus grands apnéistes du monde décrivaient une femme courageuse, pleine d'ambition et extrêmement talentueuse, partie trop tôt. Maintenant, qu'est-ce qui lui est réellement arrivé? Comment une des meilleures apnéistes du monde a-t-elle pu disparaître en une fraction de seconde? Bon, vous vous en doutez, il y a beaucoup de zones d'ombre. Comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment de piste fiable en fait. Maintenant, la théorie principale est celle des courants marins. Sous la surface de l'eau, les courants peuvent être redoutables et une fois piégés par ces derniers, même le meilleur des apnéistes ne s'en sortirait pas. Il est donc très probable que Natalia fut piégée lors de son excursion par la violence des courants marins. D'autres théories, moins populaires, mettent notamment en avant l'hypothèse d'une syncope, et sur internet, beaucoup d'initiés comme de non-initiés ont tenté d'apporter leur propre théorie. Celle du courant reste néanmoins la plus partagée et validée, mais on n'aura sûrement jamais le fin mot de l'histoire. Natalia Molchanova a consacré une grande partie de sa vie à la plongée en apnée, jusqu'à y laisser son dernier souffle. Si vous aimez ce genre d'histoire, je vous invite à découvrir ma vidéo retraçant la vie et la disparition de Kobe Bryant, ou encore cette vidéo où je présente le parcours fou de Lewis Hamilton, sans accident cette fois-ci. On tente les 300 000 abonnés cette année, donc si tu aimes mon format de mini documentaire, le meilleur moyen de me soutenir gratuitement c'est de t'abonner. Allez, à plus!